Le secteur du bâtiment est le second secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. La recherche de nouveaux matériaux, moins gourmands en CO2, constitue une réponse pour réduire la facture carbone du secteur. Mais un matériau décarboné l'est-il vraiment s'il est produit à l'autre bout de l'Europe? L'empreinte carbone liée au transport des matériaux ne doit pas être négligée. Les entreprises doivent ainsi réfléchir non pas seulement à l'innovation en termes de produits, mais également en termes de procédés, pour proposer un maillage territorial diminuant les kilomètres entre lieux de production et lieux d'utilisation. Nous sommes allés à la rencontre de Zoid City, une entreprise de la métropole nantaise, qui propose un produit innovant pour répondre aux enjeux de la fabrique de la ville, mais qui a aussi réfléchi à comment diffuser ce produit dans toute la France en essayant de réduire au maximum le nombre de kilomètres parcourus. Zoid City est une société qui propose une solution à la sous-occupation des bâtis et facilite leur réemploi. À la manière des poupées russes, l'idée est de construire dans des enveloppes bâties non utilisées des modules en bois, les zoïdes. Ainsi, pas besoin d'isoler l'intégralité du bâtiment ou de commencer d'importants travaux de réhabilitation pour réutiliser l'espace et intensifier ses usages. Chacun peut créer un module adapté à ses besoins avec un ou plusieurs modules et le modifier à mesure que les usages évoluent. La construction et la modification des zoïdes est d'autant plus facile que les plans détaillés sont disponibles en open source sur le site internet de l'entreprise. La société ne vend que les pièces métalliques spécifiques et nécessaires à la structure du bâtiment. Ainsi, les zoïdes peuvent être construits par les charpentiers locaux, avec du bois. Seules les pièces métalliques voyagent à travers les territoires. Pour découvrir cette démarche innovante, je vous invite à écouter le podcast qui suit. Bonne écoute! Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde demain. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Alors nous sommes aujourd'hui chez Zoid City. Il va falloir expliquer tout ça. Peut-être que je peux vous laisser d'abord vous présenter. Alors je m'appelle Jean-Philippe Lerat, je suis le fondateur de Zoid City. Alors Charlotte Kérard, je suis alternante en tant que designer chez Zoid City. Sylvain Louarn, ingénieur et docteur en thermique énergétique et responsable technique chez Zoid City. Aurélien Méchin, architecte et responsable du projet. Alors, on est en face d'une forme de conteneur en bois, mais plutôt sur une forme de petite maison, dans un hangar. Bon, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est cet objet étrange? Cet objet, c'est une manière de pouvoir occuper un espace, recréer des espaces a priori à vocation professionnelle, mais pas seulement, dans des bâtiments suffisamment pour l'accueillir, et qu'on va pouvoir, grâce à tout un système d'interface et à une liste de composants que l'on peut choisir, un peu comme des Lego, on va pouvoir les assembler et recréer l'espace à la forme et à la taille qui nous intéresse, et surtout pouvoir le faire évoluer dans le temps au fur et à mesure que la vie de l'entreprise ou du lieu, simplement, va changer. Alors c'est des boîtes à mettre dans des boîtes en fait, c'est la technique de la boîte dans la boîte, de ce que je comprends. On est sur un bâtiment qui est un petit bâtiment qui est par section. Oui. C'est ça, c'est quelle proportion à peu près? C'est quoi les dimensions de tout ça?
Les dimensions d'un module ici, c'est... Dimension du bâti haute ? Non, du module lui-même. 307 125. Un module. Alors c'est combien ? 307 par 125 pour un module, ça fait 3,9 mètres carrés et 3,6 mètres carrés en surface nette. D'accord, vous parlez en centimètres. Ouais. Voilà. Et là, il y en a 5 d'affilée. Ouais. Ça nous fait 18,5 mètres carrés. Voilà. D'accord. Donc c'est des modules qu'on peut mettre bout à bout, vitrés aussi. Vitrés, pleins, avec des portes, on peut les mettre bout à bout, on peut les mettre latéralement. Donc on est plus sur un Lego, un mode constructif qu'un objet fixe. La boîte dans la boîte, ça peut servir à quoi ? Ça va surtout servir à réutiliser du bâtiment sous-utilisé, pas utilisé, mal utilisé. On peut aller jusqu'à des friches, mais c'est surtout l'idée d'aménager de l'espace professionnel en fournissant des volumes spécialisés. Alors ça peut être du vestiaire, du sanitaire, des bureaux, des emplacements de postes de travail. Voilà, toutes les servitudes qu'on peut avoir dans un bâtiment sans avoir à construire en dur. D'accord, et c'est à l'intérieur uniquement, hein ? Toujours, oui. On est vraiment on sert toujours à de l'aménagement de bâtiments existants et le clos couvert est assuré par le bâtiment existant, ainsi que la destination principale. Alors, vous me parliez de prototype. Là, on est en phase de la deuxième version. De ce que je comprends, on est en fait à la V3. Oui, à la base, on est une entreprise de recherche. On est une jeune entreprise innovante. On a des labels de recherche. Et donc, on a construit plusieurs prototypes. Ça, c'est le deuxième. Et on est maintenant en fin d'ingénierie avec un produit quasiment final. Alors si on doit décrire la technique qu'il y a derrière, on est quoi sur un mode de construction, c'est de l'ossature bois, on est sur une dalle indépendante du sol, on est posé de façon très, très ponctuelle et on est sur ces esthétiques rustiques et frugales qu'on apprécie et qu'on connaît dans le monde de l'occupation temporaire. C'est de l'OSB, c'est du polycarbonate, c'est des ossatures bois en 45 d'épaisseur, etc., etc. Il y a d'autres éléments un peu plus particuliers ? Oui. Alors d'abord, on est sur des techniques de charpentier avec des sections d'aménageurs et d'ossature bois. Donc on a déjà dû imaginer beaucoup de techniques et beaucoup de solutions pour marier deux métiers qui habituellement sont assez disjoints. L'autre chose, c'est que comme tout est fait dans une optique open source, c'est que les personne puisse s'approprier notre propriété intellectuelle, on a cherché à concentrer toute la complexité de construction dans un certain nombre de pièces complexes, de façon à ce que toutes les pièces de menuiserie puissent être facilement fabriquées par d'autres personnes que nous, que ce soit en autoconstruction, que ce soit des aménageurs, n'importe qui. Alors on peut rentrer dans le détail, quand vous dites déjà sur ce choc des cultures là, entre aménagement et menuiserie. En fait, si on prend par exemple un exemple tout simple sur l'aménagement des portiques, on est sur une structure portique. Vous avez des goussets intérieurs qui sont en métal. Habituellement, tout le monde va faire des coupes droites et les charpentiers sont habitués à faire des coupes droites dans des sections importantes. Sauf qu'en 45 mm, vous allez plutôt utiliser de la scie plongeante, de la scie circulaire, et du coup, vous aurez beaucoup de peine à avoir votre coupe droite. Du coup, on a créé une sorte de gousset particulier qui va permettre de prendre en compte le fait que les personnes qui vont fabriquer ne sont pas des charpentiers, mais doivent utiliser une technique de charpentier dans des bois que les charpentiers ne travaillent pas habituellement. Voilà, et du coup, c'est ça qui a motivé beaucoup d'efforts d'ingénierie. Et donc la concentration de ces efforts-là et de la complexité dans quelques pièces, on peut en parler, on en a sur la table là ? Oui. Alors voilà par exemple un gousset pour... Alors ça passe très très bien en mode podcast. Voilà. Donc ça c'est une pièce de métal. Vous pouvez voir qu'il y a des trous partout, il y a des ajours, des encoches un peu partout. Ici, on a des découpes qui sont particulières pour permettre aux aménageurs, quasiment quel que soit leur matériel, de pouvoir préparer les pièces de menuiserie. Et en fait, tout a été pensé pour faciliter le travail
des menuisiers, des agenceurs et des personnes qui vont fabriquer les pièces en bois. Alors, donc on est sur une pièce, alors moi je ne vais pas avoir le même vocabulaire, je ne vais pas avoir le bon, mais qui globalement va permettre d'assembler les 2 pièces de charpente qui vont constituer le toit, on va mettre des guillemets, oui. Donc une pièce en V avec un angle identifié, des trous de perçage, tout est préfet, quoi. On est chez Ikea version ++, quoi. Exactement. Une première pièce, là-dessus, d'autres pièces qui font la suite de la structure, en fait. Tout à fait. Ça, c'est les reins de portique, ce qu'on appelle les reins de portique. Vous avez ici un poteau vertical et là, l'arbre à l'étrier qui repart sur lequel on pourra poser les caissons de toiture, qui peuvent être du polycarbonate, qui peuvent être du double vitrage, qui peuvent être des caissons pleins, des caissons isolés, suivant l'usage. Voilà. Donc on est sur 2 pièces plates qui permettent de gérer les angles finalement des portiques. Voilà. Là, on est sur d'autres éléments. Alors ça, ce sont des joues qui vont permettre de créer les pannes sablières et faîtières de notre toiture, transmettre les efforts et avoir une bonne tenue mécanique de l'ensemble de la pièce. Puisqu'on est des boîtes dans un espace professionnel, donc on doit être conforme au minimum code du travail, et suivant les emplois, ça peut être sur de l'ERP, sur différents types d'usages, et donc avec des tenues mécaniques importantes à assurer. Donc vous avez fait de la R&D, oui. troisième version de prototype, on a une réflexion sur pas que le mode constructif, mais comment ça va être construit et par qui, avec un certain nombre de pièces spécifiques qui permettent de faire des boîtes dans la boîte. Oui. Ok, très bien, tout ça c'est la théorie, et donc la pratique, qu'est-ce que vous faites de tout ça? Vous vendez des objets, vous vendez un service, vous vendez une technique, à qui, à quoi, pour qui, bref, je vous laisse nous dire où vous en êtes. L'objectif avant tout, c'est de constituer une communauté. Zoidcity est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On est en plus en train de créer une fondation pour gérer toute la propriété intellectuelle et la liberté d'usage de la propriété intellectuelle. Donc l'objectif, c'est vraiment de favoriser l'émergence de tout petits collectifs qui vont à un moment se dire j'ai besoin de faire 3 travées, 4 caissons de toiture. Je l'ai fait. La seule chose que j'ai besoin d'acheter, ce sont les pièces structurelles métalliques, parce que celles-là, elles sont pas faciles à reproduire et elles sont grosso modo au prix que ça coûterait de les faire unitairement. Mais tout le reste de la valeur ajoutée du chantier reste aux gens qui l'initient, aux gens qui fabriquent et aux collectifs qui vont l'initier. Ça sert à rien, si on a quelqu'un à Strasbourg, de prendre du Douglas qui va pousser dans les Vosges, de l'amener à Nantes pour l'usiner, de lui renvoyer sur des camions. Il prend son bois, il prend la scierie à côté de chez lui, le menuisier, son copain de la rue d'en face, il va pouvoir poser les prises électriques lui-même, parce que dans la plupart des entreprises professionnelles, vous avez des techniciens tout à fait qualifiés. Et donc on va complètement chambouler la chaîne de la valeur dans la construction d'aménagements professionnels. Et l'objectif est vraiment là, et quand on parlait de concentrer la complexité technique dans quelques pièces, c'est au service de la facilité d'appropriation de la fabrication par d'autres personnes que nous, avec un minimum d'investissement d'entrée et un maximum de liberté par la suite. Ce qui, je me permets, mais ce qui change catégoriquement, c'est que le projet, ce qu'on appelle le projet de boîte dans la boîte, comme vous dites, c'est une typologie de projet pour les archis. C'est vraiment identifié comme tel. Et là, du fait de ce que vient de dire Jean-Philippe, et de casser, de segmenter, de permettre de s'approprier et de mettre de la réversibilité et de la modularité jusqu'au bout sur chaque, ça change quand même, ça permet une appropriation qui est complètement autre, quoi. Parce que les projets de boîte dans la boîte, à chaque fois, ça fait dans un endroit précis, par des archis précis, sur un programme précis. Et au final, ça ne bougera pas. Ça sera fait pour être démonté, mais c'est un projet type, quoi. Donc là, c'est des objets bâtis qui permettent aussi de finalement se passer de ce travail d'architecte. Je pense que la programmation, Jean-Philippe va reprendre la parole, je pense, mais ça permet de déplacer la programmation et d'avoir quelque chose de moins figé dans le temps et dans l'espace, et de redonner la parole
aux bons usages et surtout d'hybrider en fait entre les usages et les pratiques et de rejoindre un peu des principes d'urbanisme circulaire, je pense, ou de choses comme ça. En fait, on veut surtout pas se passer des architectes. L'objectif, c'est de leur donner un nouvel outil pour qu'ils puissent s'approprier des espaces où actuellement, tout le monde va faire la même chose, hein, du BA13, du rail alu, et c'est plutôt le maître d'œuvre le moins cher possible qui va dicter à l'architecte quoi faire. Là, on va donner des outils qui permettent de dire, voilà, on fait ça maintenant, dans 3 mois, on va agrandir, dans 6, on déménage, on passe dans le bureau d'à côté, etc. Et toute cette liberté de faire de l'architecture évolutive dans le temps, c'est un outil pour le maître d'ouvrage et l'architecte. C'est ça vraiment que l'on veut. Et dans la communauté Zoid City, on a parlé des gens qui allaient fabriquer, mais il y a évidemment tous les gens qui vont planifier l'utilisation des espaces en hiver, en été, et il y a vraiment une grande richesse, une grande malléabilité de ce matériau qui est duquel les architectes sont sans doute les plus capables de s'approprier. Mais revenons un peu sur le modèle, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui. Ça peut évoluer. Hein. Aujourd'hui, vous avez donc développé une technologie. L'idée étant de, en tout cas, commercialiser quelques objets précis qui sont notamment ces éléments métalliques, mais d'être sur une logique aussi open source. Comment est-ce qu'on fait vivre tout ça, hein? Il y a déjà eu, hein, notamment avec du WikiHouse, des initiatives alors, qui demandent sans doute une plus grande technicité par ailleurs au niveau constructif. Mais il y a déjà eu des initiatives de ce type-là, hein, de standardisation de process qui permettent de construire des boîtes avec une logique open source. C'est comment vous positionnez par rapport à ça et quel est le modèle, c'est-à-dire il y a de la R&D, il y a du travail qui est fait. Comment on finance ça dans un modèle open source ? Alors d'abord, le financement alors, on n'a pas simplement une technologie, on a une propriété intellectuelle. Hein, donc tout ça, c'est breveté. Et cette propriété intellectuelle va être libérée, contractualisée au sein de contrats d'utilisation comme on a dans le logiciel. Voilà. Notre point est essentiellement de s'être positionné sur un open source très, très inclusif, hein, dans le sens où on parlait de WikiHouse, il y a un certain nombre de magnifiques projets qui existent, mais dans lesquels l'open source n'est pas destiné à créer une communauté. Nous, on veut vraiment qu'à un moment, on puisse avoir des architectes, des fabricants, des installateurs, des aménageurs, des personnes qui vont s'approprier la technologie. Et en fait, tant qu'ils respectent les interfaces, on va pouvoir les inclure dans notre communauté. Donc on veut vraiment ouvrir cette propriété intellectuelle et que les gens puissent se l'approprier. La première condition pour que les gens puissent s'approprier notre propriété intellectuelle, c'est qu'elle soit appropriable. Et ça, c'est vraiment la chose sur laquelle j'ai été sans doute assez intransigeant avec toutes les équipes techniques. C'est qu'on travaille non pas simplement pour nous, mais surtout pour une communauté de gens qu'on connaît ou pas, qui vont devoir récupérer des plans, récupérer des notes de montage, qui vont devoir récupérer des notes de calcul et intégrer tout ça dans leur métier, dans leur processus. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez innovant. L'intérêt, c'est que tout ce travail qui va être d'appropriation permet aussi d'alléger notre entreprise. Et donc, si je voulais créer une usine de Zoïd avec des dizaines de personnes qui fabriquent des Zoïd, qui vendent des Zoïd, qui maintiennent des Zoïd, tout ça, ça ferait une énorme entreprise, très coûteuse à mettre en place. Hein. Alors que si on commence à diffuser toute cette valeur et à la laisser aux usagers, moi j'ai besoin d'avoir une équipe technique très performante, innovante, et du coup, j'ai pas besoin de faire vivre 250 personnes, mais plutôt 20. Et c'est comme ça que l'open source arrive à faire des modèles économiques qui sont équilibrés, même s'ils sont très légers. C'est par la mutualisation de l'ensemble des coûts.
Quand Samsung choisit Android pour son système d'exploitation de téléphone plutôt que de refaire tout eux-mêmes, c'est pas des philanthropes, Samsung. C'est un choix réfléchi de dire je préfère mutualiser avec d'autres fabricants de téléphones la création d'un OS de téléphone. Google fait pareil. C'est pas des philanthropes et ce sont pas des gens, c'est pas de la fondation caritative Google et Samsung. Donc on peut vraiment faire de l'économie réelle et sérieuse dans l'open source. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est construit ? Qui s'intéresse à ces solutions ? Où est-ce que vous en êtes dans la phase de justement d'ouverture, de diffusion, d'élaboration de la technologie ? Quand est-ce que c'est disponible pour celles et ceux qui sont intéressés ? C'est en cours de brevetage surtout, donc on a aussi en attente de... Je vais essayer, Jean-Philippe, de déployer ce sujet-là, même si pour pas dire d'ineptie, mais en gros on peut y aller, et les gens qu'on avait potentiellement identifiés, c'est-à-dire des tiers-lieux, des mairies, des grosses industries, en fait les gens sont venus assez naturellement vers nous, ce qui nous confirme en fait dans ce qu'on avait ressenti au niveau territorial, enfin à l'échelle de la technique et à l'échelle du territoire, quoi. Mais pour l'instant, on est en cours de brevetage et on pourra définitivement communiquer et comment dire ça, diffuser une fois que le brevet sera déposé et voilà. Et alors ça c'est quand ? Là, c'est vraiment une question de semaine. On est vraiment au bord du précipice. En fait, on a un certain nombre de projets qui sont très bien avancés et on n'attend plus que la concrétisation pour des brevets. On est par ailleurs lauréat de l'appel à projet économie circulaire des Pays de la Loire. Parce qu'on est un projet assez emblématique sans doute d'un point de vue économie circulaire et ça c'est déjà une belle reconnaissance de la qualité de ce que l'on propose et de son adéquation à des besoins réels, que ce soit né de la ZAN ou de l'ensemble de tous ces mètres carrés qu'on voit sous-utilisés, alors qu'à côté de ça on pleure pour avoir du mètre carré utilisé. Et donc prochainement, quand on est architecte, qu'on doit répondre à un besoin d'un opérateur qui veut aménager un local, quand on est propriétaire industriel et qu'on a un volume vide avec la nécessité d'implanter quelques bureaux, quand on est une mairie qui souhaite occuper temporairement un lieu, etc. Comment on rentre finalement vers votre solution ? Comment on se l'approprie ? C'est un site web, c'est des trucs à télécharger ? Comment ça se passera ? Alors, comment ça se passera ? Donc, il y a déjà effectivement thehoidcity.com qui va permettre de récupérer un contact. Une fois qu'on sera vraiment dans la partie totale open source, c'est-à-dire grosso modo à l'été 2024, vous allez avoir la disponibilité d'un certain nombre d'éléments techniques, que ce soit des plans, des notices de montage, dans le cadre du contrat d'utilisation de notre propriété intellectuelle, et vous allez pouvoir y aller. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est quasiment, quelle que soit votre place dans le cycle de la construction, vous avez une place dans la communauté TheHoidCity, que ce soit en service, en fabrication, en amélioration. Il y a de la place pour tout le monde. Au contraire, venez. D'accord, donc on se donne rendez-vous globalement cet été, avec à la fois la mise en ligne des éléments techniques, la diffusion des outils permettant de faire, en tout cas ces pièces techniques, mais aussi les premiers projets. On peut donner des lieux, des noms, on sait où ça se passera. Je sens que non, pas encore. Il y a des projets emblématiques de Nantes sur lesquels vous entendrez parler de Nantes, mais aussi à Rennes. Voilà, vous entendrez parler de TheHoidCity et vous verrez des solutions innovantes pour urbaniser des bâtiments. Entendu. Écoutez, on ne manquera pas de suivre tout ça attentivement. Merci beaucoup et puis bonne continuation. On suivra donc l'ouverture, l'inauguration, on pourrait dire ça, de la V1 d'un objet quelque part à Nantes ou à Rennes. En tout cas, on l'espère dans le Grand Ouest. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.